Le deuxième sujet, c'est la libre circulation des mouvements de capitaux qui est gravée dans le marbre du traité de Maastricht et qui est gravée en fait dans les textes européens depuis l'acte unique de 86. Je rappelle que la France est en voie de désertification industrielle totale. En 1978, le produit intérieur brut de la France, il y avait 38% du produit intérieur brut de la France qui était le secteur industriel. On est tombé en 40 ans, on est tombé maintenant, depuis 1900 à peu près 84 jusqu'à maintenant, eh bien nous sommes tombés de 38% à 9-10%, c'est-à-dire au niveau de la Grèce. Alors M. Macron a dit qu'il fallait, son impératif, c'était de la réindustrialisation, mais les causes ayant provoqué la désindustrialisation sont toujours là. Ces causes étant la libre circulation des mouvements de capitaux, étant la monnaie unique qui est trop chère pour l'économie française, pour la compétitivité intrinsèque de l'économie française, les causes étant le fait qu'on peut aller construire des usines dans des pays à très très bas coût de salaire et sans contrainte environnementale pour répatrier tout ça dans l'Union européenne et notamment en France. L'agriculture, donc pour l'industrie, on fait quoi? À part des mots, à part ce que dit Macron depuis des mois et des mois, on fait quoi? On fait rien. L'agriculture, on fait quoi? L'ensemble de l'Europe est maintenant victime d'un bouleversement général en matière agricole. Vous voyez plein d'exploitants familiaux qui ont compris, avec le temps, que les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en fait, condamnaient à terme toutes les exploitations agricoles familiales, sauf celles ayant le privilège d'être sur une stratégie de niche, c'est-à-dire sur une AOP ou un IGP. Mais en fait, on continue à voir détruire l'agriculture, et notamment l'agriculture française. Sur ce débat de l'agriculture, on fait quoi, à part des rodomontades et des mots savants? Rien. Rien de structurel. Et puis, sur l'avenir même du pays. Sur l'élargissement, par exemple, vous savez qu'on doit donc faire venir, il a été décidé, il y a actuellement 9 pays qui sont officiellement candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Alors, de mémoire, la Turquie, depuis une trentaine d'années, et puis vous avez l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Moldavie, la Géorgie, l'Ukraine, et j'ai dû en oublier un, sans doute. La Serbie. Ce sont les 9. À quoi s'ajoutent 2 pays qui sont candidats à la candidature, qui sont le Kosovo et l'Arménie. Alors ce qui est fondamental à comprendre, c'est que tous ces pays sont là pour obtenir des dizaines, des centaines de milliards d'euros. Ils ne sont pas là pour nos beaux yeux, ils sont là pour notre porte-monnaie. Et donc on est lancé dans une procédure où on va faire entrer des pays qui sont par ailleurs des nids de criminalité. L'Albanie est le lieu d'absolument tous les trafics, toutes les mafias, le trafic de drogue, trafic de personnes, trafic d'organes, trafic de prostitution, trafic d'enfants, pédophilie, pédocriminalité, trafic de cigarettes, trafic de devises, trafic d'armes. On a tout en Albanie. Eh bien, on va en plus les faire entrer dans l'Union européenne. L'Ukraine, quant à elle, si l'Ukraine entre dans l'Union européenne, ça n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la FNSEA qui est pourtant un des piliers de la politique agricole commune, eh bien c'est la fin de l'agriculture française. Quant à la Géorgie, pays du Caucase, qui n'est géographiquement d'ailleurs pas vraiment en Europe, puisque la ligne de crête du Caucase est censée séparer l'Europe de l'Asie et que la Géorgie est au sud de cette ligne de crête, eh bien je signale que c'est un pays dont 2 parties, 2 départements, l'équivalent de départements, la République d'Abkhazie qui est au nord-ouest et la République d'Ossétie du Sud qui est au nord, est actuellement occupée par les forces russes et donc en conflit avec la Russie. Alors on fait quoi face à l'élargissement qui est actuellement en cours de négociation? Il n'y a aucun journaliste n'a demandé à monsieur Machin ou à madame Truc ce que l'on faisait. Si, on a vu quand même monsieur Glucksmann, qui est un agent américain, tout le monde le sait, parce qu'il a été d'ailleurs pendant des années conseiller du président géorgien Saakashvili, qui est un agent de la CIA absolument avéré. Monsieur Glucksmann, on l'a vu se répandre sur les médias qui lui sont très généreusement ouverts pour expliquer qu'il fallait absolument faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais quelle est la position du Rassemblement national ou du LR ou du LFI, etc. Tout ça est extrêmement discret. Et puis surtout, même s'ils disaient qu'ils étaient contre, en fait, ils n'y pourraient rien changer, pour les raisons que j'évoquerai à la fin. Donc on fait quoi sur l'élargissement? On ne fait qu'attendre la suite des événements. On fait quoi aussi sur l'unité nationale? Vous savez, je l'ai dit dans mes conférences, et j'insiste, c'est un sujet
Nous sommes les seuls à en parler. L'élargissement, c'est quoi? L'élargissement, ça veut dire que... Excusez-moi, l'unité nationale, c'est quoi? L'unité nationale, c'est un pays créé, dont l'histoire de France remonte, on peut dire, à Clovis, en tout cas aux Capétiens, avec le couronnement du Capet en 987 à Noyon, donnant l'unité nationale actuelle que l'on connaît. Or, cette unité nationale est extraordinairement menacée. Pourquoi? Parce qu'il y a la politique des euro-régions qui vise à donner de plus en plus de pouvoir aux régions. Et il est menacé par quelque chose qui est en train d'arriver et dont personne ne vous parle, ce sont les déclarations de M. Mario Draghi, dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'après avoir été à la tête de la BCE, il s'est retrouvé nommé sénateur à vie. C'est comme ça, le président de la République en Italie peut nommer des personnes sénateurs à vie, ce qui est assez sympathique en fait, pour 4 personnes. Et après avoir été nommé sénateur à vie, il a été élu par ses pairs. Il a été élu, ses pairs, P-A-I-R-S, il a été élu par ses pairs président du Conseil italien, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre. M. Mario Draghi aura donc réussi ce tour de force d'avoir été à la fois président de la Banque centrale européenne et président du Conseil italien sans jamais être passé par la case élection. Il ne s'est jamais présenté devant un seul électeur. Ça prouve que cet homme, issu du CERA, issu de Goldman Sachs, est un représentant type de l'oligarchie euro-atlantiste qui pilote l'affaire. Et M. Mario Draghi a dit il y a quelques semaines qu'il fallait maintenant que l'Union européenne devienne un État. Cette déclaration n'a pas été commentée suffisamment, comme elle devrait l'être. C'est d'autant plus qu'un autre président du Conseil italien ancien a renchéri en disant qu'il faut que l'Union européenne devienne un État. Mais la conséquence de l'Union européenne devenant un État, ça serait quoi? Ça serait que, vous savez bien qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a des États fédérés. Et vous savez que les États-Unis d'Amérique sont présents à l'ONU, mais vous n'avez pas un siège pour l'Arizona, un siège pour la Californie, un siège pour l'État de Washington, un siège pour le New Hampshire, un siège pour la Floride. Il y a un seul siège pour les États-Unis d'Amérique. Donc le jour où l'Union européenne sera devenue un État, eh bien on retirera les chevalets à l'ONU de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc. Il n'y aura plus qu'un seul siège pour l'Union européenne. Avec cette conséquence absolument fondamentale, que deviendront les membres permanents du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les grandes puissances? Eh bien, nous aurons les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, l'Union... Non, je parle du principe où on n'a pas réformé le Conseil de sécurité, qui d'ailleurs est très difficile à réformer. Donc je reprends, on aura les États-Unis d'Amérique, la Russie, la Chine, l'Union européenne, la France aura perdu son siège au profit de l'Union européenne, et le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre la stratégie des Britanniques, qui eux se sont retirés juste à temps. Ils resteront une grande puissance et la France aura disparu. Qui parle de ça? On fait quoi sur cette question? Qui parle de ça au moment des élections européennes? Ce dont il s'agit, c'est de détruire le statut de grande puissance de la France. Et je pense que c'est probablement la dernière élection européenne, peut-être même la dernière élection tout court, où le peuple français peut se manifester pour dire non à cette évolution. Et ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout, parce qu'une fois que l'Union européenne serait devenue un État, elle pourrait faire exactement ce qui s'est passé en Suisse, en 1978. En 1978, il a été, par des votations, décidé que les francophones qui faisaient partie du canton de Berne allaient constituer un nouveau canton, qui est devenu, le 1er janvier 1979, le canton du Jura. Alors on est passé de 25 à 26 cantons au sein de la Confédération helvétique, laquelle d'ailleurs, Confédération helvétique, est maintenant membre de l'ONU. Elle est entrée très tardivement à l'ONU, mais c'est la Suisse qui a un siège, et ça n'est évidemment pas le canton du Jura ou le canton de Berne d'où a été créé le canton du Jura. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la France étant devenue un État fédéré d'un seul et même État qui s'appellerait l'Union européenne et qui serait donc l'Europe, ou les États-Unis d'Europe qui seraient donc présentes aux Nations Unies, mais ça veut dire qu'ensuite, on pourra très bien, en vertu par exemple de l'application de ce précédent, qui n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres, eh bien on pourra très bien décider demain que la collectivité européenne d'Alsace, qui a été créée par Macron dans le dos des Alsaciens alors que les Alsaciens avaient dit non, vous savez qu'il n'y a plus maintenant
de département, il n'y a plus qu'une collectivité européenne d'Alsace, où je me mets au défi, à part sur les préfectures, de trouver encore le drapeau bleu, blanc, rouge. On y voit le drapeau blanc et rouge de l'Alsace et le drapeau bleu aux étoiles d'or de l'Union européenne. Eh bien, il suffira de dire que cette collectivité européenne d'Alsace est un nouveau État fédéré traitant directement avec Bruxelles. D'ailleurs, sa population est supérieure à celle de Malte, de la Lituanie ou de la Lettonie. Donc ça fera un 28e ou un 29e État. Et la France aura perdu ce qui était la France, n'aura plus la collectivité européenne d'Alsace. Et après ça, on fait la même chose en Corse. C'est d'ailleurs ce que Macron est en train de faire. Après avoir créé la collectivité européenne d'Alsace, il est en train de maintenant, comme ça, alors personne ne le demande, et alors que les indépendantistes en Corse sont très largement minoritaires, Macron est en train, dans notre dos, dans votre dos, il est en train de créer un nouveau statut pour la Corse. Pour en fait réaliser cette prophétie que quelqu'un avait dû souffler d'ailleurs aux oreilles de Jean-Guy Talamone, qui est actuellement le président de la collectivité de Corse, qui avait dit il y a une 20 ou 30 ans « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». Donc on aura retiré de la France l'Alsace, puis la Corse, et on viendra ensuite la Bretagne, puis ensuite la Catalogne qu'on démantibulera de l'Espagne, on prendra au passage le département des Pyrénées orientale, et puis le Pays basque, et puis jusqu'à ce que finalement la France soit réduite à portions congrues. Et d'ailleurs, dans toutes ces nouvelles régions, on reconnaîtra le breton, le bretonnec, qui est une langue artificielle d'ailleurs, comme langue officielle, nouvelle langue officielle de l'Union européenne, le corse, l'alsacien, mais surtout pour communiquer tous ensemble, on parlera tous l'anglo-saxon. Je rappelle que bien que le Royaume-Uni soit sorti de l'Union européenne, désormais, la langue anglaise est désormais la langue quasiment totalitaire qui s'est installée dans l'Union européenne, alors que les pères fondateurs avaient... Je rappelle que dans l'Europe des Six, l'anglais n'était pas utilisé. Que la première langue utilisée dans l'Europe des Six, du temps de De Gaulle, c'était quand même le français, avec très loin derrière l'allemand et l'italien, puisque l'Angleterre ne faisait pas partie de l'Union européenne. Donc vous voyez qu'ainsi se met en place progressivement, tout simplement, la destruction de la France. Et on n'en parle pas du tout. On fait quoi? Rien. Les débats, c'est quoi? C'est, je vous l'ai dit, c'est Aya Nakamura, ou bien c'est voilà. Alors nous, on est là. On est là et bien là. Et le grand enjeu des élections, c'est que nous dépassions, que nous fassions une percée. Je vous l'ai dit, et je le dis du fond du cœur, je pense que cette élection européenne est une des élections les plus importantes qui ait eu lieu pour les élections européennes, parce qu'il y a quand même un grand mouvement de rejet de ce système. Et en fait, il y a une course de vitesse entre les peuples qui commencent à se réveiller et l'oligarchie qui accélère le programme, de peur que les peuples ne fassent voler en éclats avant leur réalisation le programme qui a été conçu. Qui nous surprennent dans le mauvais sens du terme. Pensez à Perico, qu'on appelle la garce maintenant. C'est le compagnon de Natacha Polony. Alors pourquoi ce changement de nom? Eh bien, Perico autrefois était un ardent défenseur du terroir. Est-ce que c'est une imposture? Je vous donne les clés du dossier. Perico était sur la liste de Marc Fesneau, l'actuel ministre de l'Agriculture d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut défendre le terroir et en même temps être un ami de Marc Fesneau? Je vous pose la question, vous vous doutez de ma réponse. Et Perico, pour se défendre, avait expliqué « Vous inquiétez pas, Marc Fesneau sera auprès de nos agriculteurs ». Ah oui, l'actualité nous en fournit une excellente illustration. Incroyable, le ministre français de l'Agriculture, Marc Fesneau, refuse de protéger les éleveurs français de l'importation déloyale massive de volailles ukrainiennes, décidée par l'Union européenne en 2022, car il ne veut pas envoyer de signaux hostiles à Kiev. Oui, on a véritablement l'impression de rêver. Quant à Marc Fesneau, comme tous les ministres macronistes, il trahit évidemment ses électeurs. Et puis, il y a le dossier Natacha Polony. Natacha Polony, c'est donc la campagne de la garce. Mais vous ne trouvez pas que la liste est longue de ces jeunes femmes journalistes qui ont un proche, un conjoint, un mari, membre de la Macronie? La liste est très longue. On a l'impression que la presse ou la Macronie, c'est une même et grande famille. Pour ceux qui en douteraient, je vous renvoie à la famille Duhamel, un de mes précédents numéros. Il ne faut donc pas s'étonner qu'un macroniste soit à la une de tous les journaux, c'est Édouard Philippe.
Présidentielle 2027, Édouard Philippe, les vertiges d'un favori. En publiant un livre intime et politique, l'ex-premier ministre s'avance vers 2027. Il cherche désormais son point de rupture avec Macron et le bon calendrier en espérant échapper au syndrome Juppé. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, c'est ça. Présidentielle 2027, Le Pen donné en tête au premier tour, Philippe le mieux placé dans la majorité. La chef du Rassemblement national recueille 30 à 33% d'intention de vote au premier tour, systématiquement en tête selon un sondage. Pas besoin d'être prix Nobel pour comprendre que la presse aux ordres, celle qui va dîner au siècle, je vous renvoie à un de mes précédents numéros, a décidé d'imposer Édouard Philippe comme successeur d'Emmanuel Macron. Cette presse aux ordres nous dépeint un homme courtois, posé, serein, sans jamais préciser que 70% des Français ne veulent pas de lui, sans jamais s'attarder sur son bilan au poste de Premier ministre, sans jamais préciser exactement son programme. Eh bien, Béatrice Rosen, elle, s'y colle. La machine médiatique en marche pour Édouard Philippe. Si vous googlez Édouard Philippe, rien que dans les moins de 24 heures, vous verrez 3 pages d'articles sur lui. 3 pages en moins de 24 heures, avec environ 10 articles par page. Des Échos, Au Monde, JDD, Marianne, France Info, Challenge, Le Parisien, La Provence, BFM, Ouest en France. On est obligé de reprendre notre souffle. Nous sommes étourdis et à chaque fois, des commentaires élogieux dans 90% des cas. Y a-t-il ce matraquage pour tous les futurs candidats ? Est-ce que c'est une fabrication du consentement ? Vous avez bien compris, ce sont des questions oratoires. Car le bilan d'Édouard Philippe, nous le connaissons hélas. La fermeture de Fessenheim, les 80 km/h, le déclenchement et l'éborgnement des gilets jaunes, le fiasco de la gestion du Covid, les confinements, il était pour la réforme des retraites. Et c'est ce personnage que la presse essaie de nous imposer. Mais quel est son véritable plan média ? Eh bien, le plan média, j'ai plus de poils. Mesure phare, retraite à 67, voire 70 ans. Mais qui sont les crétins qui peuvent voter pour ce sinistre individu ? Les mêmes qui ont voté Macron ? Oui, ce sont certainement les mêmes, mais après 6 ans d'expérience, il faut être un peu particulier. Est-ce qu'on a une idée du profil type ? Ah, si, quelqu'un m'a envoyé une photo. Voilà, je pense que celui qui est prêt à voter pour Édouard Philippe en 2027 doit ressembler à peu près à cela dans un fameux film de Francis Weber. Et puis, Édouard Philippe n'a pas de latitude. Il se contentera de mener les politiques qui sont décidées à Bruxelles, ces fameuses grandes orientations de politique européenne. Nous en avons des illustrations chaque jour. Prenez par exemple l'électricité. Un scandale ahurissant. Le prix de revient de l'électricité est de 6 centimes par kilowattheure. Les fournisseurs reçoivent 37 centimes par kilowattheure, 23 centimes par les ménages, et une compensation de 14 centimes par l'État. Cela coûte 30 milliards d'euros par an à l'État. Ce gouvernement jette l'argent par les fenêtres, puis dit qu'il n'en a plus. Et vous avez une augmentation de 73% de votre facture d'électricité. Et si vous voulez changer ce scandale, eh bien, il faut sortir de l'Union européenne. Mais vous le savez, tous les candidats qui vont être vantés par les médias aux ordres sont tous des européistes. Et les ministres n'hésitent pas à s'afficher, par exemple, avec les ministres allemands en expliquant l'amitié franco-allemande en action. Bruno Le Maire est-il au courant que l'Allemagne vient de signer un accord avec l'Espagne, l'Italie et la Suède pour fabriquer un nouveau char ? Donc la collaboration franco-allemande sur le char, c'est terminé. En outre, elle fait entrer IBM dans le SCAF, c'est-à-dire qu'elle fait rentrer des Américains dans le futur avion de combat. Enfin, je rappelle que nos amis allemands agissent dans l'ombre pour couler EDF et nous ont imposé l'éolien. Oui, l'amitié franco-allemande nous fait mal, on est dilaté comme jamais. Et puis, il faudrait aussi ajouter le scandale de Lampedusa. Au moment où Van der Leyen veut plus d'immigration et agrandir l'espace Schengen, 5000 clandestins arrivent dans 112 bateaux à Lampedusa. L'Union européenne, c'est l'immigration incontrôlée. Rétablissons nos frontières nationales. Mais la question qui nous vient à l'esprit face à ce déferlement, pourquoi l'Europe laisse faire ? Parce que là, nos intérêts sont attaqués, dans une certaine mesure. Eh bien, pour bien comprendre ce qui se joue, on va faire un petit détour par l'Australie avec le PDG, le très sympathique
Tim Gurner de Garner Group. Nous devons rappeler aux gens qu'ils travaillent pour l'employeur et non l'inverse. Nous devons écraser cette arrogance. Il faut que le nombre de chômeurs augmente. L'économie doit souffrir. Parfois, un capitaliste dit tout haut ce que les autres pensent pas si bas que ça. Bon, évidemment, c'est tellement violent et cynique, on dirait du professeur Alexandre le transhumaniste version Australie, qu'on réécoute encore et encore à la recherche de la moindre note d'humour. Mais non, ne cherchez pas, c'est du premier degré. Tapis à côté, c'est l'abbé Pierre, certes. Mais pour comprendre ce que dit Tim Gurner, il faut savoir quelque chose. L'Australie protège ses frontières et interdit toute immigration illégale. Et que se passe-t-il quand on interdit toute immigration illégale ? Eh bien, les travailleurs ont leurs droits préservés. Ils sont en position de force vis-à-vis de ces sales patrons comme Tim Gurner. Et ils obtiennent des bons salaires, ils obtiennent des compensations. Alors, Tim Gurner, ce qu'il aimerait, c'est qu'on ouvre grand les portes, qu'il y ait de la main-d'œuvre à bon marché pour faire de la concurrence, pour faire baisser les salaires et pour faire plus de profit. Tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'Union européenne ? On ouvre grand les portes, on voit des patrons expliquer il faut absolument régulariser les clandestins, il faut créer des appels d'air, il faut créer de la concurrence sur les bas salaires. Voilà, vous avez compris ce qui se joue lorsqu'on laisse les portes ouvertes. Ce sont vos droits, c'est votre pouvoir d'achat qui est attaqué et je ne parle même pas de la sécurité. Alors vous avez Pustula qui a déclaré dans son discours de l'Union qu'elle a un excellent bilan. Oui, vous ne rêvez pas, elle ose tout. Et oui, tout va très bien, Madame la Marquise. Elle se moque vraiment de nous. Alors, ce qu'il y a de fascinant, c'est que l'Europe souffre d'inflation. Dans le discours de Pustula, elle nous déclare que l'inflation, eh bien, cela va durer parce que de toute façon, on ne peut rien faire. Et pour cause, Pustula défend les intérêts de l'Ukraine avant ceux des pays membres de l'Union européenne. Elle veut même accélérer l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est vous dire. Lorsqu'on lui fait remarquer qu'il y a des problèmes de migrants, elle nous explique qu'il faut répartir les migrants dans l'ensemble des pays européens. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent d'arriver à Lampedusa vont être répartis dans l'ensemble des pays européens. Est-ce que les membres de l'Union, les électeurs de l'Union européenne ont voté pour cela ? Et puis, elle veut absolument signer ce pacte vert, aller beaucoup plus loin et mettre de l'éolien partout. Mais en Allemagne, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un véritable fiasco. Par contre, nous ne l'avons pas entendu discourir sur le Digital Act qu'a mis en place Thierry Breton, vous savez, cette loi de censure. Si on résume, Pustula a tout raté, elle a entraîné l'Union européenne dans la récession et l'inflation. Par contre, les citoyens européens qui voudraient se plaindre risquent d'être censurés. Et c'est ce personnage qui est soutenu par la presse aux ordres. Et puis, il faudrait ajouter une des décisions de la Commission européenne. Quel nom donner à ça, nous prévient François Asselineau. La Commission européenne va interdire à tout citoyen russe d'entrer sur le territoire européen avec un véhicule immatriculé en Russie, un ordinateur portable, un smartphone, bague et collier, du shampoing et tout produit de beauté. Oui, quel nom donner à ça ? C'est simple, c'est de la russophobie pure et simple. Et il faut aussi rappeler qu'Emmanuel Macron a interdit aux journalistes russes l'accès à ses conférences de presse. Ce n'est même plus de la russophobie, c'est du racisme autorisé. Nous ne cessons de payer les erreurs, les trahisons d'Emmanuel Macron. Il y a une affaire qui est en train de remonter, qui est peut-être la plus grosse trahison d'Emmanuel Macron à ce jour. C'est la cession des activités d'Arabelle, d'Alstom, à General Electric, son concurrent. Oui, comme le rappelle Yves Pozzo-di-Borgo, la France n'en finit plus de payer l'erreur de Macron. On se rappelle de quoi il s'agit.